Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Brajlon et Conan Property International, Conan l'intégrale, volume 6, interprété par Frédéric Knepp. Les mangeurs d'hommes de Zamboula. Chapitre 1. Un tambour gronde. La demeure d'Aram Baksh recèle un grand danger. La voix de l'homme était vibrante de sincérité, et ses longs doigts aux ongles noirs s'enfoncèrent dans le bras musclé de Conan au moment où il croissa son avertissement. C'était un individu sec, à la peau tannée par le soleil et à la barbe noire et clairsemée. Ses vêtements dépenaillés indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un nomade. Il semblait plus petit et rachitique que jamais à côté du géant cimmérien au large torse, aux membres puissants et aux sourcils noirs. Il se trouvait à un angle du bazar des fabricants d'épées, et de chaque côté d'eux s'écoulait dans les rues le flot des habitants de toutes langues et couleurs de peau de Zamboula, exotiques, métissés, hauts en couleur et bruyants. Conan détourna les yeux de la Ganara aux yeux aguicheurs et aux lèvres vermeilles, dont la jupe courte et fendue laissait apparaître une cuisse brune et nue à chacun de ses pas insolents, pour poser un regard irrité sur son importun compagnon. « Que veux-tu dire par un grand danger ?» s'enquit-il. L'homme du désert jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, avant de répondre en baissant la voix. « Qui peut le dire ? Mais des hommes du désert et des voyageurs ont dormi dans la maison d'Aram Baksh, et on ne les a plus jamais revus. On n'a même plus entendu parler d'eux. Que leur est-il arrivé ? Lui jure qu'ils ont dormi puis sont repartis, et il est vrai qu'aucun habitant de cette ville n'a jamais disparu de sa maison. Mais personne n'a plus jamais revu les voyageurs, et on dit que des biens et des équipements leur appartenant ont été vus dans les bazars. Si Aram ne les a pas vendus après s'être débarrassé des propriétaires, alors comment sont-ils arrivés là ? Je n'ai aucune richesse sur moi, grogna le cimmérien, en touchant la poignée recouverte de cuir vert de la grande épée qui pendait à son côté. J'ai même vendu mon cheval. Mais il n'y a pas que de riches voyageurs qui disparaissent la nuit de la maison d'Aram Baksh, murmura le Zuagir. Non, des hommes du désert sans le sou y ont dormi, parce que ces tarifs sont plus bas que ceux des autres tavernes, et on ne les a plus jamais revus. Une fois, un chef des Zuagir, dont le fils avait disparu ainsi, s'est plaint au satrape, Djundir Khan, et celui-ci a ordonné que la maison soit fouillée par les soldats. « Et ils ont trouvé une cave pleine de cadavres ?» demanda le cimmérien sur un ton ironique. « Non, ils n'ont rien trouvé. Et ils ont expulsé le chef de la cité en l'abreuvant de menaces et de malédictions. Mais... » Il se rapprocha de Conan et frissonna. « Ils ont trouvé autre chose. À l'orée du désert, derrière les maisons, il y a un bosquet de palmiers, au milieu duquel se trouve une fosse. Et au fond de cette fosse, on a trouvé des os humains noircis et calcinés. Et pas qu'une seule fois, mais plusieurs. » « Ce qui prouve quoi ?» grogna le cimmérien. « Qu'Aram Baksh est un démon. Non. Dans cette maudite ville bâtie par les Stygiens et gouvernée par les Hyrcaniens, où des hommes à la peau blanche, brune et noire se mélangent pour donner naissance à des métissages impies de toutes sortes et de toutes couleurs, qui peut dire qui est un homme et qui est un démon déguisé ? Aram Baksh est un démon ayant pris forme humaine. La nuit, il reprend sa véritable apparence et emporte ses hôtes dans le désert pour retrouver ses semblables venus du désert, et ils tiennent une assemblée. « Pourquoi ne capture-t-il que des étrangers ?» demanda Conan sceptique. « Les habitants de cette ville ne toléreraient pas qu'ils tuent leurs concitoyens, mais ils se moquent de ce qui peut arriver aux étrangers qui tombent entre ses mains. Conan, tu viens de l'Ouest et tu ne connais pas les secrets de ce vieux pays. Mais depuis l'aube des temps, les démons du désert célèbrent la gloire de Yog, le seigneur des demeures vides, par le feu qui se nourrit de victimes humaines. Je t'ai prévenu, tu as vécu de nombreuses lunes sous les tentes des Zuagir, et tu es en vérité notre frère. Ne mets pas les pieds dans la demeure d'Aram Baksh. » « Cours te cacher, » dit soudain Conan. « Je viens d'apercevoir une escouade du guet. S'ils t'aperçoivent, ils risquent bien de se souvenir de ce cheval volé dans l'écurie du satrape. » Le Zuagir ravala sa salive et s'agita dans tous les sens.
Puis il plongea entre un étal et un abreuvoir à chevaux en pierre, ne prenant le temps que de chuchoter « Prends garde, mon frère, il y a des démons dans la maison d'Aram Baksh. » Il s'engouffra alors dans une allée étroite et disparut. Conan ajusta le large ceinturon qui soutenait son épée de façon à être plus à son aise et retourna calmement le regard inquisiteur que lui lançaient les hommes de l'escouade tandis qu'ils le croisaient. Ils le regardèrent d'un air curieux et soupçonneux, car c'était un homme qui attirait l'attention, même au sein de la foule bigarrée qui se pressait dans les rues tortueuses de Zamboula. Ses yeux bleus et ses traits d'étranger le rangeaient dans une catégorie distincte des essaims d'orientaux, et l'épée droite qui pendait au niveau de sa hanche ajoutait encore un élément à la différence de race. Les gardes ne l'accostèrent pas, mais poursuivirent leur chemin le long de la rue tandis que la foule s'écartait pour leur laisser le passage. C'étaient des Pélishtim, des hommes trapus au nez crochu, dont la barbe bleu-noir tombait jusque sur leur poitrine cuirassée. Des mercenaires embauchés par les dirigeants turaniens pour effectuer les tâches qu'ils jugeaient indignes d'eux, et qui n'en étaient pas moins détestés par la population métissée pour cette raison. Conan leva les yeux vers le soleil, qui commençait tout juste à s'enfoncer derrière les maisons aux toits en terrasse, à l'ouest du bazar. Puis, ajustant de nouveau sa ceinture, il partit dans la direction de la taverne d'Aram Baksh. Avançant de la foulée d'un homme des collines, il s'engagea dans les rues aux couleurs sans cesse renouvelées, dans lesquelles les tuniques en loques de mendiants gémissants frôlaient les calates bordées d'hermines de riches marchands à la démarche altière et les vêtements de satin perlé de riches concubines. Des esclaves noirs de la taille de géants déambulaient, bousculant des voyageurs à la barbe bleutée venus des villes chémites, des nomades vêtus d'oripeaux des déserts avoisinants, des marchands et des aventuriers venus de tous les pays d'Orient. La population indigène était tout aussi hétérogène. Des centaines d'années auparavant, les armées de Stygie étaient arrivées ici, se taillant un empire dans le désert oriental. Zamboula n'était alors qu'une petite ville commerçante, entourée d'une série d'oasis et habitée par les descendants de nomades. Les Stygiens en avaient fait une cité importante et s'y étaient établis avec leurs esclaves chémites et cushites. Les très nombreuses caravanes traversant le désert d'est en ouest et vice-versa contribuèrent à l'augmentation de sa richesse et du métissage. C'est alors que les envahisseurs de Turan surgirent au galop depuis l'Orient, repoussant les frontières de la Stygie. Depuis une génération maintenant, Zamboula était l'avant-poste occidental de Turan, sous l'autorité d'un satrape turanien. Le babel d'un millier de langues résonnait aux oreilles du cimmérien, tandis qu'il se faufilait dans le dédale des rues de Zamboula. Fendu de temps à autre par une escouade de guerriers de Turan, grands et souples, au visage de faucons, surgissant dans un fracas de sabots et un cliquetis de cuirasses et de cimeterres. La foule s'écartait des sabots de leurs chevaux, car ils étaient les seigneurs de Zamboula. De grands Stygiens à la mine sévère, tapis dans les ombres, fulminaient, l'air mauvais, se souvenant de leur gloire d'antan.